que vous n'avez pas osé m'interrompre ou me dire, monsieur, est-ce que ça, vous pouvez le réexpliquer parce que j'ai vraiment du mal. Ça m'embête. Ça m'embête beaucoup. J'essaye d'aller le plus lentement possible, d'essayer de recommencer, surtout quand on sera sur des chapitres à calcul, de recommencer les calculs, de vous indiquer les méthodologies, le détail des calculs qui sont pratiqués, de vous mettre les fichiers à disposition pour que vous puissiez, vous, de votre côté, reprendre les calculs. Malgré tout, si je n'ai pas de feedback, c'est-à-dire que, et vous avez bien fait de m'envoyer votre mail, si je n'ai pas de retour de votre part en me disant écoutez, monsieur, il y a vraiment cette notion-là qu'on aimerait bien voir. Moi, je pars du principe que si je n'ai pas de questions, c'est que vous avez compris. Et plusieurs fois pendant les cours, je vous sollicite en vous demandant est-ce que vous avez bien compris, est-ce que vous voulez une explication supplémentaire, est-ce que c'est clair pour tout le monde. Je crois que je le fais pratiquement toutes les 10 minutes pendant les cours. Donc, si je n'ai pas de retour, je considère évidemment que c'est compris. Sachez qu'il n'y a pas de questions bêtes, d'accord? Que, en général, je peux comprendre l'incompréhension, c'est-à-dire que je peux comprendre que vous n'ayez pas saisi une notion. Euh, Ça fait 4 ans maintenant que j'enseigne cette matière et je sais la difficulté que peuvent avoir certains élèves lors de l'apprentissage des notions qui sont les plus mathématiques. Les notions de droit qui sont relativement simples à appréhender, posent beaucoup moins de difficultés, elles sont plus de nature à apprendre son cours. Alors que pour les notions telles que l'on voit actuellement dans l'amortissement des immobilisations, ça fait appel à des petites notions mathématiques qui, pour bien souvent, pour beaucoup d'entre vous, c'était pas forcément votre tasse de thé. Ça, je comprends, hein, il n'y a aucun souci. Le but, si vous avez vraiment de grosses difficultés dans la matière, c'est au moins de limiter la casse, c'est-à-dire de cibler les choses les plus intéressantes et les plus, je dirais, le chapitre que l'on voit aujourd'hui, la partie linéaire, il faut la connaître. Voilà. La partie dégressive, je vais être très honnête avec vous, il y a très peu de chances que vous tombiez à l'examen. Enfin, je dis très peu, je n'ai pas dit il n'y a aucune. D'accord. C'est pour ça que d'ailleurs on le voit, on fait que des choses qui seront éventuellement, mais par expérience, puisque je travaille beaucoup sur les annales aussi, ça n'a jamais été posé comme question. Donc, bon, on est obligé de l'avoir parce qu'elle fait partie du programme, mais par contre, la partie linéaire revient souvent. Donc, il faut au moins savoir faire un amortissement linéaire, au moins comprendre l'amortissement linéaire, au moins savoir faire son tableau. C'est le minimum. Si vous ne savez pas, on recommence. Ce n'est pas du tout un souci, quitte à faire un cours supplémentaire sur la notion qui a été incomprise. Voilà. Est-ce que je peux répondre à votre mail, Sophia, en vous disant je comprends tout à fait que vous ayez des difficultés, que vous pouvez avoir des difficultés, et que ce soit en présentiel ou en distanciel, je pense que vous auriez eu les mêmes difficultés. Très honnêtement, l'année dernière, la matière a été dispensée en présentiel. Je suis enseignant à Lille et je sais très bien qu'il y a des élèves qui avaient du mal à suivre et on a travaillé un peu plus. Et alors, c'était une année exceptionnelle peut-être l'année dernière, mais sachez que à Lille, on a eu 100% de réussite. D'accord. Que tout le monde a eu son BTS, quoi qu'on en pense, même si la méthode d'évaluation n'a pas été faite via un examen, mais via un dossier, ça montre quand même que les matières étaient connues, étaient sues et étaient bien comprises. Voilà ce que je peux vous répondre, mademoiselle. Mais encore une fois, je vous dis, n'hésitez pas, même si vous n'osez pas le faire pendant le cours, m'envoyer un mail, monsieur, ça, j'ai rien compris, est-ce qu'on peut recommencer? Même si c'est pour une personne, je considère que ça sera bénéfique pour tout le monde. Allez, après cette petite mise au point, on va continuer d'abord par hop, présenter, par une petite mise au point. Alors hier, je ne devais pas être très en forme, d'accord? En revisualisant tout ça, je me suis aperçu que j'ai fait une erreur dans le corrigé de l'exercice numéro 1.
Ça m'arrive hein, de faire des erreurs comme tout le monde. Il ne faut pas hésiter à me dire, ah ben monsieur, je ne comprends pas, là. Moi, je n'ai pas fait comme vous. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Euh, alors, c'est pas là. Oui, ici, voilà. Donc, dans l'exercice numéro un concernant l'amortissement dégressif, d'accord, sur le document que vous avez dans votre NetCampus, que je vais changer là, hein, je n'ai pas encore eu le temps de le faire, dans l'exercice numéro un, je suis parti avec un coefficient de 2,25. D'accord? Je ne sais pas pourquoi, j'ai vu 6 ans, j'ai pris un coefficient à 2,25. Bien sûr, la durée ici étant comprise entre 5 et 6 ans, puisque c'est 6 ans, c'est un coefficient à 1,75 qu'il fallait prendre. Alors, dans la méthode, ça ne change pas. Je ne trouve pas quoi. Clémence. Donc, je continue. Je vous laisse terminer votre question, Clémence, si jamais il y avait une question. À votre mail, vous pouvez me donner. Vous ne trouvez pas mon mail. Je ne peux pas vous le donner là comme ça. Il faut regarder sur NetCampus. Vous avez normalement mon adresse mail, Clémence, ou je vous la redonnerai à la fin du cours si vraiment vous ne la trouvez pas. Donc je disais, hein, on l'a pas. Ok, je vais vous la donner après. Je disais pour terminer sur la mise au point sur cet exercice 2, la méthode ne change pas, hein, d'accord? Simplement, j'ai mis à jour. Ça n'apparaît pas dans les professeurs, peut-être qu'ils m'ont viré chez Diderot. Non, c'est du mot. Euh, j'ai mis à jour donc le corrigé ici. Je le mettrai à jour dans votre net campus. D'accord. Euh, voilà, juste cette erreur, j'ai pris 2,25 alors bien sûr qu'il fallait prendre 1,75. Ce qui modifie légèrement nos calculs ici. Alors, mon adresse, comme ça tout le monde l'aura une fois pour toutes, je ne la connais pas forcément par cœur. Donc je vais faire ça. Je vais la copier dans le fil de la discussion. Messagerie. Je suis étonné parce que vous m'envoyez des mails, donc a priori, mon adresse, vous l'avez eu quelque part. Peut-être que j'apparais que pour les étudiants de Lille. Peut-être que ça, c'est effectivement une explication plausible. Par exemple, Sophia qui m'a envoyé un mail. Vous êtes étudiante où, Sophia? Sur quel campus? Toulouse? Alors, comment je fais pour chercher mon adresse mail? Blip, blip. Voilà, voilà. À Aix, non, on va pas les infos. Non. À Montpellier, là, ouais, je sais pas ce qu'il y a avec NetCampus. Alors, mon adresse, c'est quoi? Jérôme.Branchard, arrobase. Je viens de te l'envoyer. On n'a pas accès. Quand on a demandé l'accès au drive automatiquement par retour, oui. Non. Voilà. Hop. Ben voilà. Aude l'avait envoyé aussi. Je vous la mets et vous l'avez donc dans le fil de discussion. Merci Aude de ce petit coup de main. Allez, on y va. On va passer donc à l'exercice suivant qui va reprendre notre méthode de coefficient, mais cette fois-ci avec l'application d'un prorata temporis. D'accord? Donc, regardons d'abord l'intitulé de l'exercice. Donc, le 15 mai de l'année N, une entreprise X
a fait l'acquisition d'une machine-outil pour 20 000 euros. Cette machine a été mise en service le 19 mai. Sa durée d'utilisation a été estimée à 4 ans. Alors prenons les informations les unes après les autres et regardons ce que l'on en fait. D'abord, on a un coût d'acquisition hors taxe. Donc, premier point de vigilance, attention, si ça avait été un TTC, il aurait fallu le retransformer en hors taxe. Ici, c'est un hors taxe, pas de souci. Deuxième point de vigilance, y a-t-il des frais annexes? Non, il n'y a pas de frais annexes, donc on pourra partir sur la base de 20 000 euros. Troisième point de vigilance, la date qu'il faut prendre en compte. Quand on travaille en amortissement dégressif, c'est la date d'acquisition qu'il faut prendre en compte et non pas la date de mise en service. Alors que quand on travaille en amortissement linéaire, il faut prendre la date de mise en service et non pas la date d'acquisition. Donc ici, il faudra prendre à compter du 15 mai pour faire nos calculs. D'accord? Pour faire nos calculs de prorata temporis. Donc, ensuite, la durée d'utilisation est de 4 ans. Donc, on va appliquer le taux de 1,25. Première chose, je vais calculer le nombre de jours. Alors ici, c'est quoi le prorata temporis? Le prorata temporis, c'est le fait d'avoir une première année qui ne soit pas complète. D'accord? Donc, on prend au prorata du temps de détention du bien. Alors ici, je vais refaire mon calcul. Hop, c'est plus 16. Voilà, 266. Alors, pas de jour. Je vais regarder ce que l'on marque. Donc, mon 266, comment je l'ai calculé? Je vous redonne le calcul. D'accord. Le 266, comment il a été calculé? D'abord au mois de mai, je l'ai du 15 au 31 mai, donc 16 jours. Donc, du 15 au 31 mai est égal à 16 jours. Ensuite, les mois de juin à décembre, donc le reste après le 31 mai, hein, je l'ai donc juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 7 mois. 7 mois de 30 jours. Ce qui me donne un total de 210 jours. Donc au total, sur l'année, au total, j'ai eu ce bien donc du 15,05 au 31,12 pendant 210 plus 16, 226 jours. Voilà comment j'ai calculé pour trouver 226 jours. Alors, je vais regarder vos questions. J'ai vu des choses passer. Alors, en dégressif, pas le nombre de mois, d'accord avec Hugo. Alors, nous allons bien regarder ça. Je pensais que c'était à partir de la date de mise en service. Non, ce n'est pas la date de mise en service, c'est bien la date d'acquisition. D'accord? En linéaire, c'est bien la date de mise en service. Et en dégressif, c'est la date d'acquisition que l'on prend en compte. C'est bon pour vous? Voilà. Alors, ensuite, quelqu'un me dit pourquoi 30 au mois de mai, on aurait plus de 30 jours si on prend 30 jours pour les autres mois. Oui, mais si vous regardez dans votre cours, il est indiqué que pour les mois, on prend 30 jours, mais pour le mois en cours, on va jusqu'à la fin du mois. C'est ce qu'on a toujours fait jusqu'à présent.
C'est dans la première partie de votre cours, hein, c'est comment on fait le calcul. Oui, alors je vais juste continuer. J'ai bien entendu votre réflexion, je vérifierai après. D'accord? J'ai bien entendu votre réflexion. Je crois que c'est. Mathieu, je revérifie ce qui a été noté dans le cours. J'avoue que ce n'est pas moi qui fais les cours, hein. Donc, je revérifie dans le cours après et je reviens sur ce que vous dites. D'accord. Alors, les deux autres années ici, on va l'avoir l'année entière. Donc, on va compter sur 360 jours, puisqu'il n'y a pas de problématique de mois. Et ici, la dernière année, on va prendre 360 jours aussi. D'accord. Il n'y a pas de prorata temporis qui se fait sur la dernière année. Le prorata temporis ne se fait que sur la première année. Je vais indiquer mes années ici. Et donc, comme on avait fait dans l'exercice 2, on va comparer les deux taux. D'accord. D'abord, le taux ici linéaire. Je vous indique donc le calcul qui a été fait ici. D'accord. La première année, pourquoi on calcule la première année, donc 1 divisé par 4, 25%. La deuxième année, 1 divisé par 3, puisqu'il reste 3 ans. La troisième année, pardon, il reste 2 ans, donc 1 divisé par 2, et ainsi de suite. Je vais calculer le taux dégressif. Donc le taux dégressif, lui, il a été calculé en faisant 1 divisé par 4 multiplié par le coefficient. C'est là qu'intervient notre coefficient. Soit 1 divisé par 4, puisqu'il y a 4 années, multiplié par 1,25. Donc on obtient 31,25. Alors moi je l'ai mis en pourcentage, vos collègues de l'autre groupe m'ont dit oui mais monsieur, ton cours c'est mis en décimale. C'est la même chose, ça revient exactement à la même chose. Multipliez 100 par 50%, vous allez obtenir 5. D'accord. Multipliez 100 par 0,5, vous obtiendrez toujours 50. C'est la même chose, 0,5 et 50%, c'est la même chose. Donc, soit je mets en pourcentage, qui est tout à fait possible, ou en décimale, voilà mes décimales. D'accord. Donc, par habitude, moi, je l'ai toujours mis en pourcentage, donc, mais le calcul restera exactement le même. Pourquoi c'est un quart de tout dégagé? Alors, pourquoi c'est un quart? C'est surtout le taux dégressif, sachant que le taux linéaire, eux, change. Ben, c'est la méthodologie qui me demande ça. Si j'avais appliqué le taux dégressif, j'aurais toujours eu le même taux. La méthodologie nous dit, voilà, vous allez calculer un taux dégressif. Le taux dégressif, c'est 1 divisé par le nombre d'années. Donc on aurait eu 0,25 hein, si on avait divisé par 4. Et ensuite, vous appliquez un coefficient qui va augmenter ce taux dégressif. Qui va l'augmenter et qui va vous permettre d'amortir plus les premières années. Ce qui fiscalement va être intéressant. En sachant que le système de l'amortissement dégressif, lui, va me permettre d'amortir plus, donc d'avoir un avantage fiscal, de payer moins d'impôts. Et donc, c'est un système qui, ici, incite les entreprises à investir. On est d'accord? Donc ensuite, pour la suite, concernant notre base d'amortissage, je ne me rappelle plus pourquoi on applique la première année et pas sur la dernière année. Lisez le petit commentaire que votre camarade, qui à mon avis a dû faire des études de comptabilité, a fait. Il est tout à fait juste, d'accord?
il y a un prorata temporis la première année, mais comme on va changer de système à un moment donné, comme on va changer de système à un moment donné, on passe dans du linéaire, et le linéaire nous fait ensuite reprendre sur les 3 années restantes, finalement. C'est pour ça que la dernière année, il n'y a pas de prorata temporis. Ici, dans notre exemple, ce qu'il faut repérer, c'est l'année ou les années pour lesquelles le taux linéaire est supérieur au taux dégressif. Ici, on voit que seule la première année, que je vais colorer ici, on va lui mettre du bleu, seule la première année, le taux dégressif est supérieur au taux linéaire. Les 3 autres années, c'est le taux linéaire qui est supérieur au taux dégressif. Concernant la base amortissable, on sait dans ce système dégressif que on va reprendre, ici la première année, on prend obligatoirement le prix d'achat, d'accord, mais que dans les années suivantes, on va repartir de la valeur nette comptable de l'année précédente. Donc l'annuité, comment s'est-elle calculée? L'annuité, elle s'est calculée ici en faisant la base amortissable, 20 000, divisé par multiplié par le taux, par le coef, c'est-à-dire 31,25%, multiplié par 226 divisé par 360. Ça, c'est l'application du prorata temporis, parce que je ne l'ai eu qu'à partir de la date de mise en service. Le cumul, ici, c'est simplement la première, puisqu'il n'y en a pas d'autre avant, donc le cumul, ce n'est que la première. La valeur nette comptable, on l'avait déjà vu ici, notre valeur nette comptable, je vais le remettre malgré tout. Ça va être la base amortissable moins l'annuité. Donc la base amortissable ici est de 20 000 euros, moins l'annuité, c'est 3 923,61. Deuxième année. Attention, au niveau de la base amortissable, il faut reprendre la VNC, la valeur nette comptable précédente. Donc la base amortissable ici sera de 16 076,39 euros. L'annuité, à partir de la deuxième année, il n'y a plus d'application de prorata temporis puisque je vais la voir l'année complète. Donc ici, je vais simplement appliquer pour le calcul de l'annuité la base amortissable multipliée par le taux. 16 076,39 multiplié par le taux ici de 33,33%, puisque à partir de la deuxième année, je passe en amortissement linéaire, puisque le taux d'amortissement linéaire est plus intéressant que le taux d'amortissement dégressif. Et me permet, si j'avais appliqué un taux d'amortissement dégressif, j'aurais eu un amortissement qui aurait été moindre, moins important. Mon amortissement cumulé, lui, il va reprendre mes 3 000 plus mes 5 000. D'accord? Donc, on va avoir un amortissement cumulé ici de 8 947,48. Donc, mon calcul ici, 3 000
923,61 plus 5023,87. Ma valeur nette comptable, ici, va me permettre, va être issue du calcul base amortissable moins unité, 11 000 euros. Base amortissable que je reprends ici. Pour calculer mon annuité, cette fois-ci au taux de 50%, je vais calculer mon cumul, donc je vais rajouter mes 8 000 à mes 5 000. Et ensuite, je vais calculer ma valeur nette comptable, toujours en faisant 10 000 moins 5 000. En fin dernière année, je reprends ma valeur nette comptable ici en base amortissable, je calcule mon annuité et j'obtiens 20 000 euros qui vont correspondre à ma base amortissable de départ, ce qui est normal. Une petite erreur, j'étais parti ici, ça c'est bon, je vérifie mes calculs, des fois automatiser ces calculs, c'est pas forcément. Hop. Voilà. Alors, la problématique avec cette méthode, je mettrai la fin des calculs après, d'accord. La problématique avec cette méthode, c'est que on n'a pas de moyen de contrôle. Autant dans la méthode linéaire, la valeur nette comptable, on doit arriver à zéro s'il n'y a pas de valeur résiduelle. Alors qu'ici, dans tous les cas, vous arriverez toujours à zéro, même si vous avez fait une erreur quelque part. C'est quoi le calcul pour la valeur comptable? La valeur nette comptable. Ici, le calcul, voilà, base amortissable moins annuité. Je n'ai pas recopié tous les calculs à côté, je vous les mettrai après. Voilà pour cela. Alors, je vais juste finaliser les calculs ici de façon à ce qu'il n'y ait pas de souci. Donc 10 717,59 fois, cette fois-ci, 50%. Et enfin, 5358,80, 100%. Ensuite, au niveau du cumul d'amortissement, 9282,41 plus 5358,80. Le dernier cumul, 14 641, on reprend toujours le cumul précédent, hein, plus 5358,80. Au niveau de la VNC, donc ici, on aura 16 076. Donc la base amortissable, 39, moins l'amortissement qui a été constaté, c'est-à-dire l'annuité, moins
moins 5358,80. Le suivant, 10 717,59 moins 5358,80. Et enfin, 5358,80 moins 5358,80, ça me donnera 0. Je vérifie juste mes calculs. Tac, 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 tac. Ça doit être tout bon. Alors, mis à part cette problématique de moi, que je vérifierai après, y a-t-il des questions sur la méthodologie globale? Alors, concernant les arrondis, sachez que, et j'ai eu la même réflexion avec vos collègues tout à l'heure, par exemple 33,33, moi dans mon calcul ici, c'est 33,33. D'accord? Alors Excel me permet de faire le calcul le plus précis possible. Évidemment, sur votre calculatrice, si vous tapez 16 000, par expérience, si je fais 16 076,39 fois 33,33%, vous voyez que je n'obtiens pas le même résultat. Je suis à 5358,26 au lieu de 5356,80. À l'examen, on va tolérer toujours une marge d'erreur due à ces arrondis. Alors, il ne faut pas non plus que la marge d'erreur elle soit de 300 euros, mais ici, la marge d'erreur elle est de quelques centimes, tout simplement parce que moi, mon calcul, il est ultra précis. Il est plus précis que vous ne pourriez l'avoir avec votre calculatrice. Pourquoi? C'est Excel qui me permet d'avoir un calcul très précis. Donc, dans tous les cas, ne vous inquiétez pas. Si vous avez à la place de 5358,80, 5358,26, ça ne pose aucun problème. D'accord? On comptera bon. Évidemment, on comptera bon. D'accord? Moi, je vous présente une correction qui est bonne au centime près. D'accord? En tout cas, en termes de précision de calcul. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je dirais d'autant plus que, en général, de ce que j'ai pu voir dans les annales que j'ai pu analyser, c'est qu'on essaie de vous donner des chiffres pour que ça tombe rond en majorité, dans 99% des cas, dans 95% des cas. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a très peu d'erreurs possibles. En général, c'est à la centaine d'euros de différence, tant pis, centaine d'euros, non, ça me paraît un peu beaucoup. D'accord? Vous pouvez toujours m'envoyer ce que vous avez fait et je peux toujours regarder où éventuellement il y a eu une erreur si vous voulez, Vincent. Mais concernant ne vous embêtez pas trop, ne vous torturez pas l'esprit avec des choses qui ne sont pas forcément très, très graves. Voilà pour ça. Allez, on va passer au dernier exercice qui, là, nous donner un certain nombre de choses. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ici? Vous voyez deux documents, qui pour vous aujourd'hui ne veulent pas dire grand-chose. Peut-être pour certains ça veut dire, ça représente quelque chose, mais aujourd'hui ça ne veut pas dire grand-chose. Ce sont les documents qui sont objets de nos prochains cours, que ce soit le bilan ou le compte de résultat. En quelques mots de présentation, mais ultra rapide, ultra simple et ultra schématisé. Parce qu'on aura l'occasion de les étudier beaucoup plus en détail lors de nos prochains cours. Le bilan, c'est une image fidèle du patrimoine et des dettes de l'entreprise.
je parle de ce document-là, d'accord? Hop, celui ici. Donc, ce bilan va nous donner d'un côté, vous voyez qu'il est réparti en deux colonnes distinctes, d'un côté, ce qu'on appelle l'actif, c'est le patrimoine de l'entreprise, c'est-à-dire ce qu'elle possède, et de l'autre côté, le passif, c'est-à-dire l'ensemble de ses dettes. Dettes qui sont internes ou externes. On verra exactement à quoi correspondent ces dettes. Là, dans l'étude du chapitre sur les immobilisations, seule la partie active nous intéresse, puisque un matériel qui a été acheté va faire partie maintenant du patrimoine de l'entreprise. Et dans les comptes de l'entreprise, tels qu'ils seront présentés à travers le bilan, on va pouvoir reporter, on va transférer des éléments relatifs au tableau d'amortissement qu'on a construit. Qu'est-ce qu'on voit au niveau du bilan de l'entreprise et surtout au niveau de son actif? On voit d'abord le montant brut de l'acquisition, bien sûr, dans la colonne brut. Vous voyez ici que, par exemple, dans notre cas, Monsieur Tartampion a acheté un bien d'une valeur de 24 000 euros. Donc, c'est sa valeur brute hors taxe. Cette valeur brute hors taxe, elle apparaîtra toujours, tant que le bien est dans l'entreprise, elle apparaîtra toujours à l'actif du bilan dans la partie brute. Donc ici, si je fais une petite flèche, voilà où on peut trouver l'information, ou bien on la trouve tout simplement dans notre tableau d'amortissement, dans la partie base amortissable, quand on est dans du linéaire. D'accord? Alors moi, je préfère qu'on parte sur les données qui sont dans l'énoncé, puisque si on est dans un tableau dégressif, on ne va pas forcément retrouver facilement les données. Quoi qu'elles paraissent sur la première ligne, mais dans tous les cas, ici, on les a dans l'énoncé. Donc, le brut correspond à la valeur d'acquisition, plus évidemment les frais annexes, hors taxe. Maintenant, l'amortissement. L'amortissement, c'est le cumul des annuités qui ont déjà été pratiquées. Alors, regardons ce qui se passe. Ici, le bien a été acquis le 1er mars 2011. Ce qui veut dire que si je prends ma première ligne de mon tableau d'amortissement, d'accord, je l'ai eu 10 mois, donc 300 jours, en année 2011. La base amortissable, 4 000 euros, 24 000 euros, pardon. L'annuité, comment je l'ai calculée? Je l'ai calculée en faisant ma première annuité ici. En linéaire, comment on fait? On prend la base amortissable, c'est-à-dire 24 000 divisé par, c'était 5 ans, je crois, multiplié par le nombre de jours que l'on a, 300, et mise en service, 360. Voilà, ce qui me donne une annuité de 4 000 euros. Ma deuxième année, je l'ai eu une année entière, donc 360 jours. Le calcul de mon annuité ici, 24 000, puisque c'est du linéaire, divisé par 5, égale 4 800. Je vais vérifier si c'était bien ça. Voilà comment s'est déroulé mon tableau. Alors, ça correspond à quoi 30 000 là? 30 000? Je ne vois pas de 30 000. D'accord. J'avais mal lu, c'est pas grave. Donc, deuxième année, au 31 décembre de l'année 2012, d'accord,
Mon bien, je l'avais acheté 24. Je l'ai déjà amorti pour 8 800 euros. Il a eu déjà 2 années d'amortissement. Donc, voilà l'information où je l'ai tirée. Ensuite, combien vaut-il encore dans mes comptes? Il vaut pour sa valeur nette comptable, d'accord, qui est ici, et que je viens reporter dans la colonne nette de mon bilan, soit ici. Comment vous avez calculé l'annuité? Alors, les 2 annuités, je vais vous les. La première annuité a été calculée de cette façon-ci, c'est-à-dire la valeur brute divisée par le nombre d'années, divisé par la durée, multiplié par le prorata temporis ici, 300 sur 360, parce que je l'ai eu 10 mois, je l'ai mis en service et acquis le 1er mars. Et concernant la deuxième annuité, c'est une annuité d'une année complète, donc 24 000 divisé par la durée. C'est bon pour vous? Donc, mon bien, la valeur nette comptable, elle, c'est toujours, quand on est en amortissement linéaire, la base amortissable moins le cumul des annuités, ce qu'on appelle l'amortissement cumulé. Cet amortissement cumulé, je le vois apparaître aussi dans mon bilan, dans la partie amortissement. Et donc, la valeur nette, c'est la valeur nette comptable que je vois dans mon tableau d'amortissement. Alors, j'ai juste un petit flash. Est-ce que c'est dans votre groupe que quelqu'un m'a posé une question sur les dates, justement, les dates de bilan et de compte de résultat? Je me pose la question si ce n'était pas d'ailleurs Mathieu. Non? Tu n'étais pas dans ce groupe-ci? Quelqu'un m'avait envoyé un mail avant les vacances, hein, en me disant, Monsieur, je ne comprends pas sur cet exercice-là. Est-ce qu'il n'y a pas une erreur sur les dates? Et je lui ai dit non. Et j'aurais bien voulu lui expliquer. Mais si ce n'est pas dans votre groupe, pas de souci. Donc, voilà pour l'explication de ce que des chiffres et du report des chiffres dans le bilan. D'accord? On se situe à la fin de l'année 2012. À la fin de l'année 2012, il y a déjà eu 8 800 euros d'amortissement pratiqué sur un bien qui valait au départ 24 000. Donc ce bien ne vaut plus dans mes comptes que 15 200. Chose que je vois ici dans mon tableau d'amortissement. La troisième année, on aurait continué le tableau d'amortissement. D'accord? Je vais même aller jusqu'au bout pour pouvoir. Donc ici, on n'aurait eu que 60 jours. 1, 2, 3, 4. Alors 24 000. Tac, tac, tac. 2, 3, il me manque encore une année. Donc, mon tableau complet, il fait ça. Alors, ça, c'est mon tableau complet d'amortissement. Et je n'aurais eu à faire, bien sûr, que les 2 premières lignes si j'avais voulu répondre uniquement à l'exercice. Je n'aurais eu à faire que les 2 premières lignes. Ensuite, maintenant, à quoi correspond la somme des 4 800 euros? C'est l'annuité, on entend bien dans le mot annuité que ça concerne une année. D'accord? Et ici, donc, comme on est en deuxième année, on est au 31-12-2012, ça va concerner que, ici,
les 4 800 euros. Donc ce chiffre-là, il est issu du compte de résultat et issu ici de l'annuité qu'on appelle aussi dotation aux amortissements. Lui, le compte de résultat, quelle est sa vocation et à quoi sert-il? Le compte de résultat, il va permettre d'analyser la rentabilité d'une entreprise, de pouvoir vérifier si cette entreprise fait du bénéfice ou si elle génère des pertes. Le résultat que vous voyez donc dans le tableau, le résultat qui est ici résultat, c'est le bénéfice ou la perte de l'entreprise. Ici, c'est un résultat qui est bénéficiaire, d'accord? C'est un résultat qui rapporte de l'argent à l'entreprise. Comment on a fait pour calculer ce résultat? On a pris tout simplement la totalité de ce que l'entreprise a pu vendre, la totalité de ce qu'on appelle ses produits, et on a retiré la totalité de ses charges, qu'on a constaté ici, et on a trouvé que l'entreprise, produit moins charge, avait gagné ici 63 000 euros. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que notre dotation aux amortissements, c'est une charge. Et ça, il faudra bien le retenir, que la dotation aux amortissements qui est représentée par l'annuité qui est ici, c'est une charge. Quand on va étudier le compte de résultat, on va regarder quelles sont des charges, quels sont les produits, alimenter le compte de résultat et pouvoir trouver le résultat d'une entreprise, donc le bénéfice ou la perte d'une entreprise. Donc concrètement, ici, qu'est-ce qu'on nous demandait pour voir si j'ai répondu? Sachant que M. Menet a acheté et mis en service le premier, 24 000, amortissable sur 5 ans, sur le millénaire, indiquer le calcul des nombres en gras. Donc le premier calcul ici, c'est le cumul de deux annuités, 4 000 plus 4 008. Donc le calcul, il est là, hein, vous les avez ici. Donc l'annuité 1 plus l'annuité 2, l'annuité de 2011 plus l'annuité de 2012. Et le calcul ici, c'est simplement le calcul de l'annuité de l'année 2012. Voilà, je vais juste vérifier. Effectivement, c'est bien Mathieu qui m'avait posé la question sur l'exercice numéro 4, mais je pense que c'était dans l'ancien. Vous savez, comme j'ai rétabli les TD, ce n'était pas les mêmes pour Paris et pour province. Donc je pense que dans l'ancien TD, il y avait peut-être cette erreur. Moi, j'avais vérifié sur celui-ci, comme il n'y avait pas d'erreur, je vous avais répondu qu'il n'y avait pas d'erreur, Mathieu. Mais peut-être qu'il y en avait une. J'avoue que je n'ai pas regardé l'ancien TD, puisque je les ai remis à jour suite à votre remarque sur la différence entre les TD du groupe de Paris et les TD du groupe de province. Alors, y a-t-il des questions? Y a-t-il des choses que vous n'avez pas comprises? Des choses que vous voulez réexpliquer? Moi, j'ai une question par rapport au jour. Dans les mois là, combien on... Vous avez dit, dans le cours, il y a marqué 30 jours pour 12 mois. Et là, vous êtes parti sur 31 jours au mois de mai. Alors, tout simplement, la question a déjà été posée par votre camarade. Pour le mois en cours, on va compter au nombre de jours réels. Que D'accord? ce soit pour la méthode linéaire ou dégressive? Pour la méthode linéaire ou dégressive. D'accord? Ok. Encore faut-il que je vérifie, suite à la remarque que vous avez faite, il faut que je vérifie dans le cours, je n'ai pas accès là parce que j'ai bloqué mais il faut que je vérifie la problématique des mois. Je vous donnerai la réponse à notre prochain cours. Mais dans tout Ok, cas, merci. pour le mois en cours, on calcule le nombre réel de jours restants. C'est pour ça qu'on va jusqu'au 31. Éventuellement, si on avait eu un mois de février, on aurait été jusqu'au 28.
Et d'ailleurs, dans le cours, il est bien précisé que si on ne vous donne aucune information concernant le mois de février, qui est un mois un peu particulier, on part sur la base de 28. Et après, tous les autres mois, les mois qui sont entiers, on part sur une base de 30. Ok, merci. D'accord? Alors, juste pour vous faire remarquer, et pour rebondir sur vos soucis existentiels de virgule, etc., vous voyez que cet exercice est issu d'un BTS blanc, d'un BTS, d'accord, issu de l'annale, je ne sais plus quelle année, mais ça doit être l'année 2012, sans doute, ou 2013, quelque chose comme ça. Et vous voyez que les chiffres, c'est les chiffres ronds. Il n'y a pas possibilité de se tromper, d'accord. Vous voyez qu'on arrive à un amortissement de 4000 et 4008, on a des chiffres parfaitement ronds. Encore une fois, aussi, au niveau des mois qui sont pris en compte pour le prorata temporis, et c'est ce que je disais tout à l'heure je ne sais plus si c'est à vous ou à notre groupe, les jours, vous embêtez pas trop. Alors, il faut connaître la méthode, évidemment, mais dans tous les examens, on va partir du premier jour, du 1er mars. Comme ça, on compte le mois entier, ce qui évite tous les problèmes. Est-ce qu'on compte le jour, imaginons qu'on ait une mise en service le 14 mars, est-ce qu'on compte le 14 mars ou on ne compte pas? Alors certains diront oui, d'autres diront non. Moi, personnellement, je ne le compte pas. D'autres diront oui. Bon, on aurait eu un corrigé avec une méthodologie, on n'aurait pas été d'accord. Bon, voilà. Pour éviter tous ces genres de problèmes, et parce que ce n'est pas ça qui est important. D'accord? Ce qui est important pour vous, c'est que vous appréhendiez globalement la méthode. Très honnêtement, je ne sais pas si, une fois que le cours sera terminé, dans votre vie professionnelle, vous aurez l'occasion de faire un calcul précis de dotation aux amortissements ou d'annuité. Il faut en avoir la conception, il faut comprendre les modalités globales des choses, mais très honnêtement, vous n'allez plus le faire, vous n'allez pas le faire. D'accord? Vous confierez, si demain vous devez ouvrir un cabinet en libéral ou si vous devez ouvrir un magasin de vente de produits diététiques, vous confierez toute votre comptabilité à un expert comptable. C'est son métier. D'accord? Mais d'abord, nous, on est obligé de le voir parce que c'est à votre programme, mais je trouve aussi que ça peut être intéressant voilà, de savoir que s'il y a un gros achat, il y aura une répartition du coût de cet achat en fonction de la durée que vous allez prévoir pour l'utilisation de cet investissement. Et que cette durée, elle peut être calculée de façon linéaire ou dégressive. Voilà globalement comment il faut appréhender les choses. Après, je vous dis, sur les calculs, on aura souvent des choses qui vont tomber pile poil. Comme ça, on n'a pas de souci d'arrondir et de se dire, ah ben zut, on prend jusqu'au bout. D'accord? Y a-t-il d'autres questions? Non. S'il n'y a pas d'autres questions, notre prochain cours sera consacré au bilan. Donc, je pense qu'il doit être accessible, sinon il sera accessible dès ce soir ou dès demain matin. Nous aborderons la première partie des notions de bilan, chose que l'on a commencé un petit peu à voir ici. Je crois qu'on se revoit vendredi, il me semble. Vendredi matin, en pleine forme et de bonne humeur. Donc, vous avez jusque vendredi pour commencer à regarder ce chapitre sur le bilan. Voilà, écoutez, il y a un télé, bien sûr, il y a toujours un télé. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à vendredi pour commencer la problématique du bilan. Allez, bonne soirée à tous.